Ancien directeur général de l'ADIE, consultant indépendant dans les technologies de l'information et de la communication, Tidiane Seck est l'invité d'Ousmane Gueye ce dimanche dans E-Tech. Comment sortir de la crise entre l'ARTP et les opérateurs de téléphonie au lendemain des lourdes sanctions décidées par le régulateur des télécoms? L'État devrait-il se retirer du capital de Sonatel pour un meilleur équilibre dans l'écosystème? Comment comprendre la présence d'Orange en 2021 au sein de ce fleuron de l'économie sénégalaise? Comment renforcer l'aménagement numérique du territoire? Le gouvernement est-il bien au rendez-vous sur cette question? L'enseignant-chercheur à l'École supérieure polytechnique de Dakar se prononce également sur la suppression annoncée de l'ADIE au profit d'une nouvelle société dénommée Sénégal Numérique SA. C'est un Tidiane Seck sans détour qui se mouille sur les grosses questions du moment, à suivre ce dimanche 9 janvier 2022 après les éditions de 7h et 12h E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye sur e-Radio. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Ce dimanche, nous avons l'immense honneur de recevoir de nouveau Tidiane Seck. Bonjour. Bonjour Ousmane. Merci encore une fois d'être revenu à E-Tech, travailleur indépendant, on dira consultant indépendant. Aujourd'hui, vous avez dirigé un temps l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal. Vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'ESP, l'École supérieure polytechnique de Dakar, et bien entendu avec aussi quelques rôles importants, pour ne pas dire décisifs, joués dans tout ce qui est cybersécurité à l'échelle africaine et peut-être ailleurs. Aujourd'hui, Tidiane Seck, nous vous recevons quasiment au lendemain de ces 20 milliards de pénalités retenues contre les opérateurs de téléphonie. Actuellement, les pourparlers, sinon les recours se poursuivent. Déjà une première lecture sur cette lourde actualité des télécoms que vous connaissez très bien d'ailleurs. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, je commence en ce début d'année par formuler des vœux, les meilleurs vœux pour notre pays, les meilleurs vœux pour les acteurs du secteur, que l'on sorte enfin de cette pandémie Amen. Et que l'économie reprenne. Effectivement, ça a été une surprise pour beaucoup de voir, disons, cette pénalité, cette amende aussi importante qui a été infligée aux opérateurs. Il est clair que chacun joue son rôle. Le régulateur joue son rôle, l'État joue son rôle, les opérateurs ont un certain nombre d'exigences à respecter et évidemment, il faut du contrôle dans tout cela, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Cependant, je crois que le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, avec des difficultés de toutes sortes liées à la pandémie, avec le fait que, heureusement d'ailleurs, notre pays fonctionne, les entreprises fonctionnent, les Sénégalais vaquent à leurs occupations, mais dans un contexte extrêmement difficile, parce que c'est le contexte mondial aussi qui est difficile. Et sous ce rapport, il est essentiel vraiment pour tout le monde de se concerter. Tout doit se faire dans la concertation. Quand on écoute un peu les opérateurs, ils disent que ils n'ont pas les mêmes instruments de mesure, ils n'ont pas les mêmes références que celles qui ont été utilisées par le régulateur. Le régulateur met en place ses propres dispositifs. Mais en tout cas, en fin de compte, tout ça doit se faire dans un cadre concerté, que les aspérités soient gommées, parce qu'au fond, l'essentiel, c'est que la régulation, de mon point de vue, doit plus avoir comme objectif, mais quasiment comme objectif unique, de permettre à ce que les infrastructures numériques soient accessibles au plus grand nombre, au prix le plus bas possible. Oui, mais concertation a posteriori, ça pourrait ressembler un peu à de la co-régulation. Or, la RTP ne peut pas co-réguler avec les opérateurs en même temps. Est-ce que les concertations ne devraient pas venir un peu, disons, a priori, bien avant qu'on arrive un peu à ces pénalités? Est-ce que le débat ne se situe pas de ce côté-là? Mais bien sûr,
co-régulation, il y a des pays qui font de la co-régulation comme stratégie de régulation. C'est-à-dire une implication très très forte de l'ensemble des acteurs, pas seulement d'ailleurs des acteurs du télécom, mais souvent la société civile, les consommateurs. Et c'est ensemble que les décisions sont mûries. Co-régulation, mais pas co-sanction ou co-amende. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, quand je dis dans la réalité, même si on a une régulation stricte, mais le monde est fait de dialogue. À un moment donné, il faut discuter. Parce que, imaginez qu'une sanction aille à l'encontre des intérêts économiques du pays, ce n'est pas non plus forcément la meilleure chose. Hein. Bon, vous avez un certain nombre d'opérateurs qui sont relativement faibles. Prenons le cas de Ayo aussi. L'État a sanctionné Ayo à un niveau qui ne lui permette même plus de fonctionner. Ce serait extrêmement difficile pour tout le monde. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver. Mais en tout cas, pour moi... Mais qu'est-ce qui est possible de faire là actuellement, maintenant que les sanctions sont tombées, maintenant que les recours ont été déposés, qu'est-ce qu'on peut faire? On rappelle d'ailleurs que le ministre Yankhoba Diattara, que l'on écoute à l'instant, rappelez Yankhoba Diattara que l'on a écouté à l'instant dans cet extrait, rappelez que les recours ont été déposés et que peut-être on va trouver une solution consensuelle. Mais bien entendu, il a raison. Je crois que le ministre a été extrêmement prudent et extrêmement sage en disant que malgré la décision régalienne de l'État par le biais de l'ARTP d'infliger des pénalités, il demeure que la réalité sur le terrain conduirait, en tout cas voudrait, à ce qu'il y ait des discussions autour de cette question pour se mettre d'accord sur ce type de démarche. Moi, je crois que de toute façon, quoi qu'on dise, il va falloir... discuter. Mais le plus important finalement, c'est d'apprendre toujours de ces situations pour aller faire autre chose. Vous rappelez-vous quand il s'est agi de mettre en place la 4G, vous rappelez-vous, il y avait eu beaucoup de discussions. L'État avait annoncé des prix, après il y a eu des discussions et finalement les acteurs du système ont trouvé un consensus et la 4G a été implantée au Sénégal. Mais le Wakhalé, est-ce que finalement ça ne discrédite pas l'ARTP, le Wakhalé? Mais non, parce que d'abord le Wakhalé est dans notre culture. Peut-être que si on le prend de façon, on va dire, péjorative, effectivement, mais... Est-ce qu'on ne banalise pas l'ARTP, le collège de l'ARTP? Non, mais non, pas du tout, pas du tout. Le collège de l'ARTP devrait, en tout état de cause, se mettre dans des situations où ces décisions ne pourraient pas être remises en cause par la puissance publique, qui a peut-être d'autres contraintes et d'autres façons de gouverner. Donc voilà, ils font leur job, je l'ai dit au départ, c'est normal qu'ils fassent leur job, mais en tout cas, dans la démarche, en tout cas, ce qu'on voit au niveau public, il faudrait qu'il y ait eu suffisamment de discussions avant pour qu'on évite de se retrouver dans la situation où les opérateurs contextent avec un certain nombre d'arguments, notamment sur le fait qu'on ne mesure pas la même chose. Voilà. Donc c'est très technique, mais dans tous les cas, la régulation doit aboutir à un seul objectif. Encore une fois, l'objectif c'est l'accès universel. Que les gens puissent accéder à ce droit universel qui est l'accès aux technologies et l'accès à Internet, que ce droit soit garanti et que cette garantie soit effective pour l'ensemble des populations, qu'elles se trouvent dans la capitale, dans les grandes villes, qu'elles se trouvent dans les campagnes. Oui, mais comment sortir de cette situation? Question que j'ai déjà posée à votre devancier devant ce même micro, le professeur Abdoulaye Cissé, que vous connaissez très bien certainement. On lui demandait un peu si d'un côté on a l'ARTP qui, à force de communiquer, dit qu'elle a raison, que les sanctions sont fondées. De l'autre, les opérateurs qui disent que ce n'est pas juste. On fait comment? On reprend la mesure avec un protocole concerté cette fois? Je ne suis pas capable de vous dire très concrètement ce qui doit être fait. Je n'ai même pas une connaissance profonde de la procédure elle-même et des mesures qui ont été
à l'origine des sanctions. Mais vous avez été à de hauts niveaux de responsabilité. Vous avez dirigé, on l'a rappelé il y a quelques minutes, vous avez dirigé l'ADIE du Sénégal. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est vers ça que je souhaiterais qu'on aille. Hein. C'est que... on reprend le tout? Il ne s'agit pas de reprendre le tout. En tout cas, ce qui est clair, il s'agit de s'asseoir et de discuter. Alors, le contenu de ces discussions, je ne peux pas le prédire, je ne peux pas l'indiquer. Encore une fois, je ne suis pas partie prenante du processus. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que dans tous les cas, dans un pays, quand il y a controverse sur une question fondamentale qui touche toutes les populations, il faut arriver à une démarche qui aura pour seul objectif d'éviter que les populations soient victimes de ce type de situation, que le pays soit victime de ce genre de situation. Il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente en discutant à ce cas, en tout cas, les protagonistes de cette affaire. Je crois que le gouvernement doit d'abord laisser les opérateurs avec la RTP discuter pour que le gouvernement ait la possibilité d'arbitrer et d'annoncer sa décision finale. Mais est-ce que ça ne risque pas, Tidiane Seck, de créer après tout un précédent peut-être dangereux pour l'économie? Chaque fois qu'une autorité ou une agence décide par exemple de quelques sanctions que ce soit, qu'on soit après obligé chaque fois systématiquement de s'asseoir pour en parler. Est-ce que ça, ce n'est pas quand même un précédent dangereux? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le monde est complexe. Les situations sont complexes. Vous savez, aller à la guerre, c'est facile. Hein? Avoir une confrontation armée à l'intérieur d'un pays, c'est facile. L'arrêter est beaucoup plus difficile. Et souvent, pour l'arrêter, il faut de la concertation. Je prends un exemple extrême. Mais on ne va pas quand même arriver à la guerre. Je prends juste cet exemple extrême pour montrer que même dans des situations encore plus difficiles, il n'y a que la concertation et la discussion qui permet en fin de compte d'arriver à des solutions. Mais je dois dire quand même quelque chose de très précis. Oui. Vous savez, lorsque on mène des discussions sur la base de positions qui sont des positions justes, sur la base d'une éthique, pas sur des bases non sincères ou bien que les uns étaient essayés de truander ou de flouer les autres. Si on s'appuie sur nos valeurs, encore une fois, les discussions font partie des valeurs cardinales du Sénégal. Donc il faut mettre disons, en avant ces valeurs-là dans la discussion pour arriver à quelque chose qui soit acceptable et accepté par tous. Et si on reprenait ou faisait reprendre l'étude par un autre cabinet, par exemple? Mais par exemple, un cabinet indépendant ou un autre cabinet sous on va dire, la supervision d'autres acteurs indépendants comme la société civile pourrait... Mais pour une matière aussi technique, est-ce que la société civile peut être au rendez-vous? Absolument. Quand je dis la société civile, c'est les compétences qui sont dans la société civile, les compétences qui maîtrisent le secteur des télécoms. Des compétences indépendantes en quelque sorte. Mais bien sûr, ces compétences peuvent venir... Quand je dis de la société civile, ça peut venir du monde universitaire, ça peut venir des entreprises privées, en tout cas des personnes reconnues pour leurs compétences et qui sont capables d'arbitrer avec une société spécialisée ce type de mesures. Avec un financement, le financement qu'il faut, les gens pourraient le faire dans un délai suffisamment rapide pour avoir... En tout cas, la première étude, elle s'est étendue sur 13 semaines. Ben oui, mais 13 semaines, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Par rapport à 20 milliards. C'est par rapport à 20 milliards. C'est quelque chose. Il faut se donner les moyens de refaire cette étude. Éventuellement, si le gouvernement et les acteurs sont d'accord sur cette démarche, je pense que ce que vous dites là est une bonne proposition. J'ai posé une question, je n'ai pas fait un plaidoyer. Mais vous n'êtes pas totalement, comment dirais-je, étranger dans le secteur. Vous avez aussi votre propre expérience. Je pense que c'est une bonne proposition.
Tidiane Seck, expert indépendant, ancien directeur général de l'ADIE, on va en parler tout à l'heure, ancien directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État du Sénégal, et notre invité ce dimanche sur e-radio, toujours sur les télécoms, sur les pénalités, parce que Tidiane Seck, on ne lâche pas 20 milliards comme ça. Nous avons suivi avec l'extrait de tout à l'heure, et on en a parlé d'ailleurs en début de semaine sur e-radio, la sortie du ministre en charge de l'économie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, qui a assuré que les recours étaient en cours d'examen et que peut-être on pourrait avoir une solution consensuelle de sortie de crise. Mais de quoi se mêle le ministère en abordant, disons, la régulation sous un certain angle de vue? Est-ce que ça peut se comprendre? Autrement dit, pour vous, sachant le connaisseur, quelle est la marge de manœuvre du ministère actuellement? Mais le ministère a forcément une marge de manœuvre parce que forcément impliqué dans des négociations, s'il y a des négociations, ou en tout cas... Il s'occupe de la politique, ça on connaît. Ben oui, mais soyons clairs, au Sénégal, l'ARTP n'est pas une structure indépendante. Ah bon? Ben oui, bien sûr. Pourtant, son nom dit qu'elle est indépendante, l'ARTP. Non, mais écoutez... vous le dites sociologiquement? Non, c'est même pas ça. Voyez, moi, ça fait très longtemps que je travaille dans le secteur. C'est pourquoi on vous donne la parole. Alors, lorsque, au niveau même des instances internationales, on parle de régulation, ce qui est préférable partout, c'est que l'autorité de régulation, on parle bien d'autorité, qu'elle soit indépendante. Maintenant, chaque pays a sa propre stratégie et met en place ses institutions à sa manière. À titre personnel, moi j'aurais préféré qu'on ait une structure indépendante dont les dirigeants seraient nommés quasiment par un processus ouvert d'appel d'offres. Comme on l'a préconisé d'ailleurs pour la Cour suprême, entre autres. Tout à fait, il y a beaucoup d'institutions dont la gouvernance en tout cas appellerait à une démarche qui permette finalement à cette institution de fonctionner de manière indépendante. Mais l'indépendance donc à laquelle vous faites allusion, elle est sociologique, mais sur les textes, elle est indépendante, la RTP. Vous n'êtes pas convaincu? Non, je ne suis pas convaincu. Moi, je parle des textes. Je dis qu'aujourd'hui, les instances de la RTP sont nommées par le gouvernement. Donc, la RTP a un rattachement, je crois, à la présidence de la République et un rattachement technique peut-être... tout comme l'ADER. Tout comme l'ADER, je ne connais pas trop. Mais disons, ça a toujours été comme ça. Moi, pendant tout le temps que j'étais à l'ADIE, l'ADIE d'ailleurs était rattachée à la présidence de la République à l'époque. Et évidemment, lorsque une structure a un rattachement à une structure aussi élevée que la présidence de la République et que ses dirigeants sont nommés directement par le président de la République, je veux dire, il n'y a rien de mal de dire que cette structure-là n'est pas indépendante, c'est juste un fait. Ça ne veut pas d'ailleurs dire ça peut avoir joué dans le cas d'espèce, selon vous? Non, ce que je veux dire par là, c'est que naturellement, lorsque cette structure prend des décisions qui peuvent avoir un caractère tel que ça perturbe ou ça joue sur le secteur, naturellement, les responsables du secteur, notamment le ministère en charge des télécoms, naturellement, ce ministère peut en parler, doit en parler et doit être partie prenante dans le processus de négociation. Logique pour logique alors? Oui, bien sûr. Par contre, si c'était une entité indépendante dans le sens que j'ai indiqué au départ, à ce moment-là, peut-être le ministère s'exonérerait même de donner un avis là-dessus en attendant que la décision sorte. Vous vous rappelez, j'ai écouté hier, je crois que c'était hier, je ne sais plus dans quelle émission, je crois que c'est dans votre télévision, je crois que c'était la présidente de l'OFNAC, qui était invitée de Mahmoud Ibra Kane dans le JDD. Exactement. Et j'ai noté
à plusieurs reprises le journaliste revenir à la charge pour lui poser la question et lui tirer, comme on dit, les vers du nez. Elle a été extrêmement, on va dire, constante dans sa démarche pour éviter de sortir de son rôle et de sa mission pour parler des choses qui ne lui regardent pas directement. Bon, mais c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que quand on a un certain niveau d'indépendance et qu'on met en place un certain nombre de garde-fous dans certaines institutions, on donne la possibilité aux responsables de jouer pleinement leur rôle. C'est donc un problème de volonté politique simplement. C'est un problème de choix politique, de choix d'organisation, de choix institutionnel. Ça ne veut pas dire que quelquefois on peut trouver des structures indépendantes qui font mal leur rôle. Hein. Je veux dire que finalement, c'est la sanction du réel qui est la vraie sanction. Tidjane Seck, aujourd'hui notre invité ce dimanche sur e-radio, on reste toujours sur les pénalités, certainement qui vont bouffer en plus des 20 milliards les 25 minutes de cette première partie du magazine E-Tech ce dimanche sur e-radio, le magazine des technologies de l'information et de la communication. Est-ce que vous pensez que si le DG de la RTP, est-ce que vous pensez que si le président du collège de la RTP était peut-être choisi, disons, en toute indépendance, en tout cas pas par le président de la République, vous pensez qu'on aurait pu éviter ce débat aujourd'hui sur le bien fondé des pénalités? Mais pas forcément. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai dit que c'est pas parce qu'une structure de régulation est indépendante que de manière systématique, elle ferait mieux. C'est une présomption de mieux faire. Hein. Encore une fois, je dis c'est une position de principe que je donne. Mais pour revenir précisément à votre question, personnellement, j'aurais préféré voir et entendre la RTP sur ce que je disais au départ, c'est-à-dire jouer vraiment sur le secteur et faire en sorte que les acteurs du secteur puissent se développer et développer les technologies et développer l'accès. Ok ? Ça n'empêche pas que la RTP doit jouer son rôle de contrôle du respect de la réglementation, du respect des cahiers des charges. Mais ne soyons pas dupes. Les opérateurs eux-mêmes, malgré le fait qu'ils aient signé un cahier des charges de couverture, mais tout le monde est d'accord que si le modèle économique ne le permet pas, tout le monde accepte qu'ils n'investissent pas dans les zones qui ne seraient pas rentables. Et d'ailleurs, c'est le sens du service universel. Le Fonds de développement du service universel des télécoms. C'est le sens du service universel. Je me rappelle encore, lors du sommet mondial sur la société de l'information, les pays africains, comme un seul homme, s'étaient ligués pour vraiment quasiment imposer la mise en place de services universels, en particulier dans tous les pays en développement. Et ils ont réussi. Maintenant, ce service universel, il ne faut pas le vider de son sens. Il faut lui donner les moyens pour qu'il puisse jouer ce rôle, on va dire, d'équilibre ou d'équilibrage entre les zones qui seraient rentables et les zones qui ne le seraient pas. Ceci étant dit, le rôle pour moi de la RTP en relation avec le service, le FDSUD, serait plutôt de travailler de façon rigoureuse et de façon résolue sur ces questions. Et on serait tous heureux de les entendre plus sur ces questions-là. Le développement du service universel, le développement du réseau dans le pays. Aujourd'hui, par exemple, dans le pays, c'est une question que je vais aborder d'ailleurs dans nos discussions. Mais jamais on parle de connexion satellitaire. Parlant de nos discussions, je rappelle que vous faites allusion à cet atelier national qu'on a eu la semaine dernière sur l'aménagement numérique du territoire. D'ailleurs, on y reviendra dans la seconde partie. Exactement. Mais si les discussions et les actions sont tournées vers une véritable réflexion sur la connectivité, sur le plan haut débit, sur l'accès universel, comme dans la stratégie SN 2025, on le dit bien, un Sénégal un numérique pour tous les usages, avec un secteur... Dans un Sénégal émergent à l'horizon 2025. Exactement. Bien.
Mais cette expression-là n'est pas vide de sens. Cette expression a son sens. Quand on dit la connectivité pour tous, il faut que ça soit quelque chose de concret. Donc, il faut trouver les mécanismes, et ça c'est la régulation qui doit aider à cela, les mécanismes pour que les acteurs puissent fonctionner. J'ai donné juste un dernier exemple. Vous savez, on a mis en place 3 fournisseurs d'accès universels. Wow Technologies fonctionne. Arc Informatique fonctionne. Je crois qu'il y a un 3e, Africa Access, ne fonctionne pas. Eh bien, quand on discute avec Africa Access, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'au moment où ils devaient commencer à fonctionner, malheureusement, au moment où ils commençaient à fonctionner, à faire leurs investissements et à amener leurs équipements au Sénégal, ils sont tombés sur la période du Covid-19 qui a bloqué l'ensemble de leurs activités et aujourd'hui, ils ne fonctionnent pas. Peut-être qu'ils ne fonctionneront jamais. Dimanche 9 janvier 2022, vous écoutez l'émission E-Tech sur e-Radio. Nous sommes avec Tidiane Seck ce dimanche. Donc, une pause de 25 minutes, le temps de laisser passer les dernières informations de ce dimanche et l'on se retrouve juste après. E-Tech, Ousmane Gueye sur e-Radio. Tidiane Seck, expert indépendant, ancien directeur général de l'ADIE, enseignant-chercheur à l'ESP, l'École supérieure polytechnique de Dakar, est notre invité ce dimanche 9 janvier 2021 sur e-Radio. Nous faisons le tour de l'actualité du numérique au Sénégal et ailleurs avec ce vieux connaisseur de la technologie dans notre pays, mais également à l'échelle africaine. Tidiane Seck, j'aimerais vous poser une question tout aussi sérieuse. Quand je dis tout aussi sérieuse, je fais allusion aux questions précédentes. Dans la première partie, est-ce que l'État doit se retirer de Sonatel comme demandé par beaucoup d'acteurs pour permettre peut-être un meilleur équilibrage un peu quand on parle de régulation? Je ne vais pas vous surprendre en vous disant, mais vraiment très simplement et très directement, oui ou non? Oui. La réponse est oui. La réponse est totalement oui. Pourquoi? Parce que moi, je peux parfaitement comprendre que l'État, au moment de la création, de la libéralisation du secteur des télécoms, que l'État le fasse de façon progressive et prudente, en gardant des parts importantes dans ce secteur. Je pense que d'ailleurs l'État a eu raison parce qu'aujourd'hui, cette structure donne beaucoup de satisfaction au plan économique pour le pays. Bien. Mais il n'y a pas que des satisfactions. Il y a aussi toute une série de frustrations. Parmi les frustrations, vous savez, même au sein de Sonatel, n'oubliez pas que c'est un groupe avec un partenaire de référence Orange. L'ancien France Télécom, comme on l'appelait à l'époque. Voilà. Et qui fait que il reste quand même dans le subconscient de tout le monde que une société purement sénégalaise n'aurait peut-être pas pu toute seule y arriver. Bon. En Afrique, on a d'autres structures qui sont purement africaines et qui fonctionnent sans une référence. Je vais citer un des cas peut-être le moins emblématique, c'est Soudatel, une société soudanaise. Mais vous avez MTN, vous avez beaucoup d'autres structures en Afrique qui sont des structures purement africaines et qui fonctionnent dans leur pays, au niveau international, au niveau de beaucoup de pays en Afrique. Sonatel a clairement eu cette période faste où, et heureusement que ses dirigeants l'ont fait, où Sonatel a créé des filiales dans d'autres pays de la sous-région. Mali. Parfois racheter des opérateurs. Parfois racheter. Mais ça, c'est de la stratégie. Mais il faut savoir aussi, nous le savons tous, que cette propension
de cette société nationale à vouloir avoir cette politique a été, quelque part, dans certains pays, totalement freinée et bloquée par Orange. C'est pas ça d'ailleurs directement votre question, mais je donne... Allez-y. C'est juste pour mettre... pour camper le décor, comme on dit. Pour planter le décor. Donc voilà, on a le fait que ça soit une société nationale avec participation de l'État a permis un certain nombre de choses. Bon. Le retrait de l'État, est-ce qu'il serait pertinent? Mais, j'en viens. Mais, dès lors que on est quasiment 20 ans après, dans une pleine concurrence avec d'autres acteurs qui restent des acteurs non dominants. On a toujours un acteur dominant dans notre secteur et d'autres acteurs qui sont, on va dire, périphériques, avec une part relativement restreinte du marché. Hein. Mais ces acteurs, n'ayant pas, on va dire, la puissance publique derrière eux, naturellement subissent une forme de concurrence déloyale parce que l'État peut, je ne dis pas que c'est d'ailleurs le cas, hein, mais ça peut arriver. Mais il est évident qu'en tant que membre du conseil d'administration du groupe Sonatel, oui. Sonatel, mais l'État peut peser dans un sens ou dans un autre, mais de toute façon dans un sens favorable à cet opérateur. D'ailleurs, certains observateurs ont dit, avec les plus de 16 milliards d'amendes, que l'État a voulu prendre son argent avant l'heure. Est-ce qu'un retrait, par exemple, de l'État n'aiderait pas à éviter de tels simplismes? C'est possible. Encore une fois, moi, j'ai pas toutes les informations. Hein, donc, je suis assez prudent dans ce que je dis. Il y a des choses, quand je sais pas, je sais pas. D'accord? Donc ça. Oui, mais au moins ça alimente des supputations. Tout à fait. On parle de ça. Mais moi, quand je suis pas sûr, je ne développe pas autour. Ce que je dis, et pour rester dans notre question, c'est que les règles d'équité et de concurrence voudraient que l'État garde une indépendance vis-à-vis de l'ensemble des acteurs et les mette dans les mêmes conditions d'équidistance. Voilà. Moi, c'est ce principe-là qui me pousse à dire que l'État devrait sortir de cette activité concurrentielle purement privée. Maintenant, attention, il y a des secteurs pour lesquels l'État n'a pas fait ce choix. C'est le secteur de l'électricité. C'est clair. On a une seule structure, c'est Senelec, point barre. Pour une infrastructure critique d'ailleurs qui s'appelle Senelec. Absolument. Hein? Donc, ce n'est pas de mon propos aujourd'hui de dire voilà, l'État devrait privatiser Senelec. Ce n'est pas ça mon propos. Mais j'ai dit là, on est dans un secteur où la privatisation a déjà été faite. Il y a une concurrence. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je dis que après 20 ans, je crois qu'il est temps, aujourd'hui, l'État maîtrise suffisamment ce secteur pour pouvoir le laisser mais vivre sa vie et que l'État joue son rôle de régulateur et de stratège au niveau qu'il faut à équidistance de l'ensemble des acteurs. Moi, cette position de principe est une position que je suis prêt à défendre. Oui, est-ce que le fait qu'on associe chaque fois le groupe Sonatel à Orange, est-ce que ce n'est pas aussi peut-être l'autre problème parce qu'il reste dans le subconscient de beaucoup que Orange Sonatel reste un groupe colonial, on le dit et ça passe, ça repasse. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas aller, par exemple, dans le sens de racheter un peu les parts d'Orange disons, dans le capital? Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a ce que j'appellerais le subconscient, le ressenti. Aujourd'hui, il suffit de voir ce qui se passe en Afrique pour se rendre compte que dans nos relations avec la France, pour être clair, moi je ne tourne pas autour du pot,
il y a une forme de gêne sur la manière dont les choses sont administrées au plan de la coopération. Et c'est pas étonnant que les Africains, en particulier les jeunes, aient cette position ou ce ressenti. Ça, c'est une chose qui est une réalité. Une autre chose, c'est la réalité, on va dire, économico-juridique. Comment l'assemblage, le portage de l'actionnariat entre Sonatel, l'État et Orange a été fait? Quels sont les accords qui ont été signés? Là encore, moi, je suis, je dirais pas légaliste. Genre, il faut être clair. Lorsqu'on a signé des accords, il faut les respecter. Si on veut changer les accords, il y a une procédure pour les changer. Il faut repasser par les accords. Il faut passer par les accords. Si l'État considère que, ou si le groupe Sonatel considère que le moment est venu d'avoir son indépendance, les accords ont des durées limitées. On vient d'ailleurs de passer une durée, il y a eu des renégociations. Je vais vous donner mon sentiment précis d'ailleurs. Allez-y. Je crois que les négociations, ça s'est passé, je crois il y a 1 an ou 2 maintenant. J'ai plus le timing, tellement le temps va vite. Quand on a renégocié disons la convention État Sonatel, Orange, ça s'est fait quand même quasiment en catimini. Je veux dire, personne n'était au courant. Et puis un jour, 2 jours, l'autre, on a dit bon, l'État a signé, je crois, pour 17 ans. C'est ce qu'on nous a annoncé, rappelé encore ce matin. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où il faut peut-être réfléchir et renégocier. Je pense que l'État n'a pas eu, je crois, suffisamment le recul et le temps de regarder cette question pour peut-être prendre une position différente. Mais vous qui avez le recul, vous qui n'êtes plus fonctionnaire de l'État du Sénégal, vous avez une certaine indépendance. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'État devrait se retirer est-ce que vous pensez que l'État devrait retirer Orange du capital du groupe? Écoutez, bon, moi j'ai... Ou reprendre, disons, ses parts pour respecter un peu l'histoire. Encore une fois, je dis ça, il faut regarder dans les accords. Maintenant, je reviens sur mes positions de principe. Moi, ma position de principe, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays adulte. On a grandi. On a grandi. Un pays qui a d'énormes compétences au niveau national, au niveau international, particulièrement dans notre diaspora, qui est excessivement riche. Aujourd'hui, nous savons que l'argent se trouve dans les banques. L'argent se trouve quand on a des bons business models qui fonctionnent. Aujourd'hui, quand vous allez dans le groupe Orange, c'est peut-être 99,99% des Sénégalais qui mènent la danse et qui font le travail au quotidien. Peut-être que... Parlez de Sonatel plutôt. Le groupe Sonatel. Oui, le groupe Sonatel, c'est... Orange étant la marque commerciale. Je veux dire, aujourd'hui, au Sénégal, ceux qui maîtrisent et qui font le travail... Ce sont des Sénégalais. Je ne me tromperai pas si je dirais que c'est 99,90% c'est des Sénégalais. En tout cas, il y a un seul Français à vue d'œil, c'est le directeur général adjoint. C'est ce qu'on nous dit. Bon. C'est pourquoi j'ai parlé de à vue d'œil. Voilà, à vue d'œil. Maintenant, ayant dit ça, je dis que nous sommes adultes, nous devons, ma position de principe, que tous les secteurs stratégiques du pays doivent être tenus par des structures nationales ou par le privé national. Ça, c'est très clair dans ma position, puisque nous avons la capacité et nous avons le talent pour le faire. L'expertise. Et nous avons surtout, nous avons l'amour de notre pays. C'est pour ça que je dis tout cela. La deuxième chose, qui est également un point de principe pour moi, c'est que on est dans un monde ouvert. On peut coopérer avec les autres. Nous n'avons pas toutes les technologies. On peut le faire. Mais il faut le faire dans un contexte où on est suffisamment gagnant
pour qu'aucune frustration ne puisse être sécrétée par le type de rapport que nous devons avoir avec nos partenaires. Pensez un peu à la Guinée de Sékou Touré par rapport à la France. Non, pas du tout. Le retour du bâton. Non, ça c'est très loin. Moi, je parle de... Vous êtes en 2021. Voilà, je dis en 2021, ce qui est possible. Même si on peut tirer des leçons du passé, il sert à ça aussi. Bon, vous savez, hein, moi je me méfie. Je veux dire que le passé dans notre continent... est passé. Non, mais c'est ça, c'est ce passé-là qui nous a sécrété ce qu'on a aujourd'hui. Tout pays confondu, hein. C'est pas très glorieux de mon point de vue. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes, encore une fois, quand je dis nous avons grandi et nous avons les compétences, mais c'est la situation d'aujourd'hui. Voilà. Donc, les positions de principe que je dégage ici sont des positions de principe qui sont basées sur ce que je sais, hein, de nos capacités et de ce que représentent nos pays et nos populations. Tidjane Seck, notre invité ce dimanche 9 janvier 2022 sur e-Radio. J'espère n'avoir pas dit 2021 précédemment. Aujourd'hui, très rapidement, on reste bien entendu sur les télécoms. Maintenant, on revient un peu comme promis tout à l'heure sur l'aménagement numérique du territoire. On rappelle que c'est une grosse problématique qui implique tout le monde et qui a fait l'objet d'un atelier de 2 jours la semaine dernière à Dakar, au Sénégal. Et ce n'est pas au Sénégalais qu'on rappellera que Dakar se trouve au Sénégal, mais l'émission est suivie aussi à l'étranger, dans notre diaspora notamment. Aujourd'hui, quand on parle de mutualisation de l'infrastructure, de partage de l'infrastructure, comment on devrait organiser tout cela en vue d'un meilleur aménagement du territoire? Alors, d'abord, l'aménagement du territoire est l'apanage de l'État. Quel définit? L'État définit une stratégie, une démarche d'aménagement, et cette démarche d'aménagement doit être concrétisée par des plans d'aménagement qui répondent de plusieurs facteurs. Ce n'est pas tout à fait directement le sujet, mais puisqu'on parle d'aménagement numérique... Mais les précisions sont importantes. Puisqu'on parle d'aménagement numérique du territoire, ce qui précède l'aménagement numérique du territoire, c'est l'aménagement du territoire tout court. Avec une agence dédiée d'ailleurs, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Tout à fait. Donc cette agence définit les grandes zones, les grands espaces, où est-ce qu'on doit mener telle ou telle activité en fonction des caractéristiques éco-géographiques du pays. Il y a des zones où on mène de l'agriculture, il y a des zones d'urbanisation, il y a ce qu'on appelle les grands pôles urbains. Le pays est déséquilibré avec une macropole Dakar et le reste c'est des mini-pôles ou des micropôles. Et donc il faut arriver à un meilleur rééquilibrage du pays au niveau donc des pôles, mais aussi au niveau des terroirs. Et ça, c'est ça qu'on appelle l'aménagement du territoire. Ensuite, on est dans une démarche de décentralisation. Cela veut dire qu'il faut des plans plus détaillés, qu'on appelle les plans d'occupation des sols, qui doivent être établis dans chaque commune. Et une fois qu'on a ce design précis au niveau de chaque commune, cette cartographie, on va pouvoir dire, voilà où sont les besoins de connectivité. Est-ce qu'on ne met pas parfois la charrue avant les bœufs? Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Est-ce que finalement on n'investit pas le terrain d'abord pour ensuite penser à une cartographie après? En principe, tu as raison. Mais en réalité, dans ce monde, on passe son temps à rectifier des choses. Voilà. Il y a un existant, on parle de l'existant et on essaie de l'améliorer. Donc il n'y a pas de retard pour moi. Il y a juste le fait qu'il faut prendre les problèmes à bras le corps. Il faut se réajuster. Mais c'est que surtout, il faut le faire. Il faut pas le penser et le dire, il faut le faire effectivement. Il faut qu'il y ait des plans d'occupation des sols partout. Et après cela, ou si on a fait des choses avant, on rectifie sur cette base structurée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'il faut dire, et ça fait partie également de mes principes, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut faire de l'aménagement en haut débit, il faut, de mon point de vue, inverser la dynamique. C'est-à-dire qu'avant, c'était évident pour tout le monde que le backbone
national. De plus de 13 000 km de fibres. D'abord arroser les villes, les grandes villes, ensuite les villes moyennes, et aller dans une forme de vascularisation progressive dans le pays. Il se trouve que la réalité, c'est que cette vascularisation s'arrête souvent net, là où la rentabilité s'arrête. Et donc, on a le fameux argument des opérateurs. Le fameux argument des opérateurs. Mon principe, c'est de dire qu'il faut inverser la tendance et de dire que le haut débit et le très haut débit, on en a besoin dans les campagnes. Pourquoi ? Parce que c'est dans les campagnes que les femmes qui accouchent et les femmes qui sont enceintes ont besoin d'avoir une très bonne connectivité pour qu'un médecin en ville puisse faire l'échographie, détecter le problème et sauver cette femme. Mais justement, Tidiane Seck, vous avez été, on le rappellera jamais assez, le directeur général de l'ADIE. L'ADIE qui a un surplus de capacité au point où l'on songe aujourd'hui à mettre en place une nouvelle société pour prendre en charge cette question, entre autres bien sûr préoccupations. Mais en même temps, dans le monde rural, il n'y a pas de connectivité, en tout cas ça ne court pas la rue. Est-ce que cette contradiction-là, vous la comprenez ? Je vais y revenir parce que je fais partie des fautifs, d'ailleurs. Ah mais très bien, allons-y alors. Mais je vais y revenir, si vous permettez. Je termine juste ma démonstration. Allez-y. C'est que c'est l'enseignant qui parle là. Hein. Si maintenant je parle de l'éducation, la période Covid nous a montré que lorsque les gens sont retournés dans leur terroir, pour continuer à étudier, il leur fallait du haut débit pour qu'ils puissent faire de la visioconférence. Donc, les étudiants qui étaient en ville n'avaient aucun problème. Ceux qui sont restés dans leur campagne ont été fortement marqués. Rattrapés par la réalité. Rattrapés par la réalité. Le très haut débit, on en a besoin là. Et j'en termine par une chose, c'est que après les objets connectés dont on nous parle, l'IoT, mais en dehors des utilisations au niveau urbain, là où on en a besoin le plus pour notre développement, c'est dans l'agriculture et dans l'élevage, là où on va faire de l'agriculture intelligente, là où on va faire un élevage maîtrisé. Et c'est dans les campagnes, dans les zones les plus reculées. Au Sénégal, l'élevage, c'est quoi ? C'est le ferlo. Qu'est-ce qu'il y a comme connectivité au ferlo ? Il suffit de regarder les cartes de couverture pour s'en rendre compte. Enfin, on sait techniquement que si on n'a pas la capacité d'amener le réseau par la fibre optique partout, mais il y a le satellite qui est de toute façon présent partout. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il existe des solutions satellitaires qui peuvent te donner une connectivité à 20 mégas par antenne. Mais développons concomitamment au très haut débit dans les campagnes, développons tout de suite ici et maintenant une stratégie de couverture d'une offre satellitaire sur l'ensemble du pays. Il nous reste quelques minutes. Là, vous en êtes à votre part de responsabilité ? Oui. Ma part de responsabilité, c'est que lorsque je suis arrivé à l'ADIE, je fais partie... Rappelons-le, c'était en quelle année déjà ? 2003. Je fais partie des gens qui ont poussé à la mise en place de l'intranet gouvernemental et du réseau et de l'infrastructure fibre de l'ADIE. Aujourd'hui, plusieurs années après, ce qui se passe, c'est que cette infrastructure-là est sous-utilisée. Et donc, il y a de la surcapacité, et cette surcapacité doit être mise au profit de l'ensemble du secteur. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Oui, notamment qui va être géré par une nouvelle société à venir. Nous avons 2 minutes, mais c'est important qu'on ait le regard de l'ancien DG. Aujourd'hui, la nouvelle société, comme beaucoup d'observateurs, vous pensez que c'est pertinent ? Il fallait qu'on réinvente la roue pour, disons, un contenu qui existait déjà ? Ce qui est obligatoire, c'est de trouver les mécanismes à travers la réglementation au Sénégal, c'est-à-dire le code des télécommunications. Il faut trouver le mécanisme qui permet de faire en sorte que cette surcapacité de l'État soit mise à la disposition du pays. Oui, mais pour cela, est-ce qu'il fallait penser à une nouvelle société tout de même ? Mais pas forcément. Hein. Il y a des pays... On pouvait en faire l'économie. Je peux vous donner le cas du Gabon. Le Gabon a fait... Vous connaissez bien d'ailleurs. Je connais très bien. Hein.
le Gabon a fait quoi? Le Gabon a mis en place une société, une société d'infrastructure, qui est une petite structure dont le rôle simplement c'est d'assurer la possession de l'infrastructure. On appelle ça une société de patrimoine, toute petite structure. Et ensuite, la gestion et l'opération sur le réseau et les surcapacités est confiée à une société privée qui est totalement séparée. Et vous avez l'agence qui s'appelle l'ANINF, qui est l'équivalent de l'ADIE, qui conduit avec cette société les infrastructures, c'est-à-dire les investissements. Et une fois que l'investissement est fait, la société exploite et fournit au secteur privé. C'est un modèle, mais il y a plusieurs modèles. On n'aura peut-être pas forcément le temps de discuter dans le fond de ce que devrait être une SONIM, mais ce qui est clair par contre, c'est qu'on est régi par un code des télécoms, on est dans un secteur concurrentiel, et que si on met en place une société nationale dans un secteur concurrentiel, probablement cette société devra être régie par le même code et par... le même régulateur en quelque sorte. Le même régulateur par le même environnement concurrentiel. On aura certainement le temps de développer tout cela. Tidiane Seck, merci infiniment d'avoir été notre invité ce dimanche sur iRadio. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment pour la fidélité à nos émissions. Je rappelle que ce n'est pas la première fois, bien sûr, que nous vous recevons. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, Inch'Allah, pour développer toutes ces actualités qui, bien sûr, ont des vies comme nous autres, elles vont grandir et puis elles vont peut-être susciter elles vont connaître de nouveaux développements. Merci très chers amis auditeurs d'avoir encore une fois été au rendez-vous. Encore une fois, nous vous formulons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, l'année 2022. C'est toujours l'occasion comme nous sommes au mois de janvier. Excellent dimanche, excellente semaine.